Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates, au cours duquel nous évoquerons les annonces Azure parues au cours de la semaine 13 qui s'étale du 27 mars au 2 avril. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte Solutions Cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Et je m'aperçois en même temps que je fais la vidéo que mon pull est assorti à la police de la présentation. Enfin bref, la vidéo du jour va s'articuler autour de 5 sujets que sont les news, les annonces en GA, les annonces en preview, les annonces en développement et les décommissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc enchaîner avec les news. Alors, il y a quelques semaines, nous organisions avec Louis Goutorbe et Pejman Tabassomi, tous deux qui travaillant chez Datadog, un talk AzureX qui avait pour sujet l'accélération de la migration vers Azure avec Datadog. Eh bien aujourd'hui, les équipes Microsoft proposent une intégration Microsoft Azure Arc améliorée avec Datadog afin, entre autres, de surveiller les données en temps réel lors des migrations vers le cloud et les performances des applications exécutées à la fois dans le cloud Azure, mais aussi dans les environnements hybrides ou multi-cloud. Excusez-moi. Cette intégration permet aux clients de surveiller l'état de la connexion et la version de l'agent des serveurs activés par Azure Arc, d'ajouter automatiquement des tags aux hôtes associés dans Datadog pour un contexte supplémentaire, d'identifier les serveurs compatibles Azure Arc sur lesquels l'agent Datadog est installé, ou encore déployer l'agent Datadog sur vos serveurs compatibles Azure Arc en tant qu'extension. Alors ici, le périmètre est Azure Arc, mais Datadog ne se limite évidemment pas à cela. Si vous avez raté notre talk sur ce sujet, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, j'ajouterai la vidéo en commentaire. On peut donc passer aux annonces en GA. Alors, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans Azure Event Hubs, à savoir les groupes d'applications. Alors, celle-ci va permettre de simplifier la gouvernance de vos applications en créant des regroupements logiques pour celles qui viennent se connecter à votre Event Hub et ainsi appliquer différentes stratégies de limitation et d'accès aux données pour chaque groupe. Donc, ça va permettre finalement de limiter un petit peu les accès aux données. La fonctionnalité distribution multicolonne ou MCD débarque pour les pools SQL dédiés dans Azure Synapse. Alors, elle vous permet de distribuer des données sur plusieurs colonnes pour équilibrer la distribution des données dans vos tables et réduire le déplacement des données lors d'exécution de requêtes. Elle offre également de meilleures performances au niveau des requêtes et réduit aussi la symétrie des données. Bref, maintenant, c'est à vous de jouer si cela vous intéresse. Alors, est-ce que vous créez régulièrement des images personnalisées de VM? Peut-être pour certains d'entre vous, c'est parfois un peu contraignant. Alors, pourquoi ne pas essayer le nouveau service Azure, à savoir Azure Image Builder, qui va simplifier la création d'images, que ce soit pour Azure, mais aussi pour Azure Stack? Il propose un pipeline de création automatisé qui facilitera considérablement les actions pour garantir la sécurité d'une part, les correctifs, les mises à jour avec un contrôle complet sur vos images. Et bien sûr, vous allez pouvoir coupler Azure Image Builder avec Azure Shared Image Gallery pour partager vos images au sein de votre entreprise. Donc c'est plutôt sympa. Alors, s'il y a bien un service que je n'ai jamais utilisé, je l'avoue, c'est le service Azure Service Fabric. Mais sachez que l'équipe produit a livré une nouvelle version, à savoir la version 9.1, avec notamment la prise en charge de .NET 7. Alors, je ne m'étends pas plus sur le sujet, sachant que j'ai assez peu d'expertise, voire pas du tout. Et surtout pas du tout d'ailleurs.
Alors, excellente nouvelle pour les utilisateurs de Azure Container Apps qui vont pouvoir utiliser Azure File et le stockage éphémère. Alors, Azure Files sera parfait pour stocker et partager de grandes quantités de données en tant que stockage persistant. Quant au stockage éphémère, ce dernier permettra de partager des données entre les conteneurs d'un réplica et ces données seront supprimées lors de la suppression du réplica. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft encourage fortement l'utilisation de Azure Database for PostgreSQL en mode flexible au détriment du mode single. Pour des raisons de flexibilité, d'optimisation de coûts notamment. Eh bien aujourd'hui, l'équipe produit vous propose une nouvelle fonctionnalité permettant de migrer d'une base single à une base flexible. Alors n'hésitez pas, d'autant plus que mon petit doigt me dit qu'une décommission de Azure Database for PostgreSQL en single server est dans les tuyaux. Alors autant profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Alors l'équipe produit Azure Monitor annonce la disponibilité de nouvelles stratégies dans Azure Policy qui permettent de vérifier si les paramètres de diagnostic sont bien activés sur vos ressources. Malheureusement, je n'ai pas la liste de ces nouvelles stratégies, donc c'est un peu bête. Si vous utilisez déjà Azure Policy, allez vérifier que les paramètres déjà sont bien activés au niveau de vos services et je vous encourage à refaire une passe, voir si de nouvelles stratégies sont apparues décidément, depuis la dernière fois que vous avez été visiter Azure Policy. Voilà. Une autre fonctionnalité plutôt sympa qui débarque sur Azure Monitor avec la possibilité de cloner des règles existantes, ce qui permet de gagner un temps considérable lorsque vous souhaitez créer des règles identiques sur des ressources différentes. Un clic sur le bouton clone et vous n'aurez qu'à modifier la ressource sur laquelle s'applique cette règle. Évidemment, vous pourrez effectuer d'autres ajustements si nécessaire, hein. Et si vous pouviez gérer l'accès aux métadonnées sur les sources de données inscrites dans Microsoft Purview, est-ce que ça vous dit? C'est maintenant possible avec les stratégies DevOps que vous pouvez configurer directement et qui seront automatiquement publiées et appliquées au niveau de vos sources de données. Attention toutefois, pour le moment, ces stratégies gèrent uniquement les accès qui s'appuient sur des services principal name, donc les SPN. Mais c'est déjà pas mal. Alors, l'équipe produit Azure Site Recovery propose désormais de pouvoir renommer les interfaces réseau et les disques au sein du service. Alors jusqu'à présent, lors de la protection d'une machine virtuelle, ASR configurait des noms des cartes de réseau et des disques de récupération identiques à ceux de la source, donc ils avaient le même nom. Avec cette mise à jour, ASR vous permet de nommer et de renommer facilement les interfaces réseau et les disques pour la récupération des VM qui sont au sein de vos services Recovery Vault, voilà, lorsque vous souhaitez faire de la récupération. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ou l'ont simplement oublié, sachez que l'authentification RunAs dans Azure Automation sera retirée le 30 septembre 2023, donc dans quelques mois. Alors il reste encore quelques mois pour effectuer la bascule, évidemment, mais pour vous aider à remplacer ce mode d'authentification, vous pouvez réaliser l'opération directement dans ASR. Et comme je suis sympa, je mettrai dans le lien de la vidéo un lien qui vous permet de basculer de l'authentification RunAs à l'authentification sur une identité managée. Voilà. Alors, les disques Premium SSD V2 continuent leur expansion et sont désormais disponibles dans les régions East US 2, North Europe et West US 2. Est-ce que vous connaissez NConnect?
perso, je l'ai découvert lorsque j'ai réalisé la préparation de la vidéo. Alors, NConnect, c'est une option de montage Linux qui augmente les performances en permettant d'utiliser davantage de connexions TCP entre le client et le service Azure Premium Files. Eh bien, sachez que Azure Files NFS en version 4.1 prend désormais en charge NConnect, qui peut améliorer le débit IOPS d'un client jusqu'à 4 fois et réduire le TCO jusqu'à 70%. C'est quand même un truc de fou. Et en plus, c'est disponible pour tous les partages, qu'ils soient existants ou nouveaux. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc n'hésitez pas à en abuser. Et on termine avec la dernière annonce en JA. Donc je vous présente pas le service App Service Environnement ou ASE qui permet d'exécuter des charges de travail sur des environnements isolés. Eh bien sachez que l'équipe produit propose 3 nouvelles références, à savoir i4v2 qui offre 16 vCPU et 64 Go de mémoire, i5v2 qui propose 32 vCPU et 128 Go de mémoire, et enfin, i6v2 qui offre 64 vCPU et 256 Go de mémoire. Donc maintenant, vous avez au sein de App Service en ASEV3 6 références. Donc les 3 que je viens de vous citer et 3 qui étaient déjà existantes. Nous pouvons donc passer aux annonces en preview. La première concerne Azure HD Insight. Alors, si vous utilisez Apache Kafka dans Azure HD Insight, vous allez être content. La version Apache Kafka 3.2.0 est désormais prise en charge en preview et elle débarque avec son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations comme la mise à niveau vers la version 3.6.3 de Zookeeper, la prise en charge de Kafka Streams, ou bien le remplacement de Log4j qui est remplacé par Relog4j. Reload4j, pardon. Mais il y a évidemment d'autres fonctionnalités et améliorations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site Apache Kafka pour voir la release note. En voilà une autre bonne nouvelle. AKS supporte désormais en preview la dernière release de Kubernetes, à savoir la version 1.26 et son lot de nouveautés et d'améliorations. Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le déploiement des releases AKS sur les infrastructures Azure via le site release.aks.azure.com. On enchaîne maintenant sur la partie base de données. L'équipe produit Cosmos DB propose un nouveau modèle pour les bases de données de type MongoDB, à savoir Azure Cosmos DB for MongoDB Vcore. Alors, ce qui vous fait que maintenant vous avez le choix entre ce nouveau modèle et l'existant qui est Azure Cosmos DB for MongoDB Request Unit. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport au modèle Request Unit? Eh bien, pour commencer, vous pouvez migrer vos applications existantes directement en lift and shift sur Azure Cosmos DB for MongoDB Vcore. Il offre une mise à l'échelle verticale et horizontale, ce que ne fait pas le modèle Request Unit. Il fonctionne en mode cluster et surtout, on parle d'une infrastructure totalement dédiée, là où Azure Cosmos DB Request Unit propose une infra mutualisée. En termes de facturation, vous paierez en fonction de l'utilisation des ressources utilisées pour le calcul et le stockage. Je vous mettrai en commentaire le lien pour vous permettre de comparer les deux modèles. Là, on passe sur Azure Cache for Redis où on a pas mal de nouveautés en preview. Alors, commençons par la première. Les utilisateurs vont pouvoir utiliser leur propre clé de chiffrement, donc on parle des clés CMK, pour ceux qui utilisent les niveaux Enterprise et Enterprise Flash dans Azure Cache for Redis. Ainsi, mécaniquement, les fichiers RDB et AOF, qui sont en gros les fichiers de sauvegarde, seront également chiffrés. Donc c'est plutôt pas mal.
On continue toujours avec les niveaux Enterprise et Enterprise Flash qui proposeront désormais d'exporter tous les événements de connexion, de déconnexion ou d'authentification se produisant sur votre cache depuis le menu Diagnostic Logs et qui pourront être stockés soit dans Azure Log Analytics, soit envoyés vers un compte de stockage ou vers un Event Hub et même vers une solution partenaire. Toujours pour le niveau Enterprise et Enterprise Flash, il sera désormais possible de réaliser une mise à l'échelle sans temps d'arrêt et donc sans perturber le fonctionnement du cache actuel, ce qui vous permet d'utiliser la même ressource de cache avec une interruption minimale voire inexistante sans avoir besoin de modifier les adresses de votre cache. Et ça, c'est plutôt sympa. Et enfin, la dernière annonce, et je vous la donne en mille, elle concerne toujours les niveaux Enterprise et Enterprise Flash, où vous pourrez prochainement purger le contenu de vos caches pour lesquels vous aurez activé la fonctionnalité géoréplication. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt sympa. Alors, le service Azure Chaos Studio continue également son expansion et débarquera sous peu dans le pays de la samba et du foot dans la région Brésil South. Alors maintenant, c'est le partage de stockage présent dans Microsoft Purview qui débarque dans plusieurs régions East-US, East-US 2, North Europe, South Central US, West Central US, West Europe, West US, West US 2. Alors cela implique que cette fonctionnalité est désormais prise en charge pour les comptes de stockage Azure Data Lake en génération 2 et Azure Blob. Et terminons les annonces en preview avec Azure Migrate, qui peut désormais réaliser des phases d'assessment pour les applications Web Java et ASP.NET exécutées sur les serveurs Web Tomcat et 2IS. Qu'elles s'exécutent sur un environnement privé comme VMware, Hyper-V, mais aussi sur des machines physiques ou virtuelles. Et évidemment, même si elles s'exécutent sur d'autres providers, ça fonctionne aussi. Alors, de nombreux OS sont désormais supportés pour Windows à partir de Windows 2008 R2 et suivant, et plusieurs distributions Linux comme Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat. C'est à vous de jouer maintenant si vous voulez réaliser une migration pour vos applications ASP.NET et Java vers Azure. Voilà, on reprend un petit peu son souffle. On va désormais passer à la seule annonce en développement. Alors, dans la partie preview, on parlait de la prise en charge de Apache Spark 3.2 dans Azure HD Insight. Eh bien, sachez que l'équipe produit est déjà au charbon car les équipes travaillent déjà sur la prise en charge de Apache Spark 3.3.0 qui devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Alors, un peu de patience pour profiter des améliorations importantes de cette nouvelle version. Et on passe aux décommissions et fin de support. Bon, je vous en touchais déjà quelques mots tout à l'heure. La fin d'Azure Database for PostgreSQL en mode single server est désormais annoncée pour le 28 mars 2025. Donc il ne vous reste plus que 2 ans. N'hésitez pas à utiliser l'outil de migration dont nous avons parlé tout à l'heure si vous avez des bases single server pour les migrer en flexible server. Une autre décommission aura lieu le 31 mars 2025, à savoir la solution IoT Edge en mode managé sur Azure Stack Edge, qui est une solution IoT Edge qui s'exécute sur Azure Stack Edge sur une plateforme Kubernetes. Désormais, à passer cette date, si vous souhaitez continuer à utiliser IoT Edge sur Azure Stack Edge, il faudra déployer une machine virtuelle Linux dédiée pour porter ce service.
Alors, cette fois-ci, le 31 mars 2024, l'équipe produit supprimera les actions et déclencheurs en version 1 du connecteur SQL Server au profit des actions et déclencheurs V2 du connecteur SQL Server qui offre de meilleures performances et supporte de nombreux moyens d'authentification comme Azure AD ou les MSI sur Azure Logic Apps. Donc on passe simplement d'une décommission de la version 1 au profit de la version 2. Oups. Alors le 31 mars 2026, les champs personnalisés, donc qui est une fonctionnalité de Azure Monitor, seront supprimés. Vous êtes donc encouragé à utiliser à la place la transformation KQL de Custo qui s'appuie sur les Data Collection Rules, plus communément appelés DCR. Alors, l'expérience existante, qu'on appelle classique, offerte par Azure Site Recovery pour protéger les machines VMware et physiques, ne sera plus prise en charge à partir du 30 mars 2026. À la place, Microsoft vous encourage à utiliser l'expérience modernisée, qui a été lancée en octobre 2022 et qui offre désormais les mêmes fonctionnalités que l'expérience classique et même plus encore. Je mettrai en commentaire un lien de migration pour migrer du mode classique au mode moderne. Voilà. Une page se tourne chez Microsoft pour le service CDN Akamai qui a été lancé en mai 2016. Alors Microsoft et Akamai ont décidé de ne pas reconduire leur partenariat et ainsi le 31 octobre 2023, donc d'ici 6 mois, les services Azure CDN standard Akamai ne seront plus pris en charge. Avant cette date, il vous est donc fortement recommandé de migrer vers une autre solution CDN offerte par Azure si vous utilisez Azure CDN standard Akamai. Donc ça peut être soit Azure Front Door, soit le CDN Verizon. Alors, Azure Express Route propose plusieurs solutions de peering que sont le peering privé, le peering Microsoft et le peering public. Eh bien, pour ce dernier, qui n'est plus autorisé à être déployé depuis 2018, il sera complètement supprimé le 31 mars 2024. Alors, à vous de réaliser la bascule vers le peering Microsoft qui est recommandé par les différentes équipes Microsoft. Alors, je mettrai, comme d'habitude, en commentaire le lien qui vous permet de migrer du peering public vers le peering Microsoft. Et enfin, la dernière annonce de la journée, à compter du 31 mars 2025, l'équipe produit Azure App Service ne placera plus les applications web Azure App en mode de récupération d'urgence en cas de sinistre dans une région Azure. Vous êtes vivement encouragé à définir vous-même votre propre stratégie de récupération pour ne pas être impacté en cas de sinistre dans une région, mais aussi pour éviter de perdre les données de vos applications. Alors vous avez la sauvegarde qui est inclue dans certains niveaux de service de Azure App Service et pensez également à déployer votre application dans d'autres régions pour proposer une haute disponibilité et redondance. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne LinkedIn. N'hésitez pas non plus à consulter notre blog. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée et à très vite.